Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Ce que révèle la psychanalyse, pas seulement la psychanalyse révèle ça, hein. Je pense notamment à certains aspects de la philosophie et aussi de la spiritualité, mais la psychanalyse, elle, ce qu'elle permet, c'est d'envisager la sortie de ce piège. Donc, ce qu'elle révèle, c'est que le langage est un piège, c'est-à-dire que c'est un ensorcellement véritable. Et donc, de ce fait-là, même si on nous reproche aujourd'hui, à juste titre, de tirer un peu à boulet rouge sur pas seulement le CF, mais aussi d'autres institutions ou certains psychanalystes éminents qui se mêlent d'enseigner, alors qu'ils sont intégralement pris dans le discours universitaire. Or, il y a une antipathie de structure entre le discours de l'université, enfin plutôt le discours universitaire et le discours de l'analyste. Et donc ça ne sert à rien. Donc effectivement, on pourrait nous reprocher de faire quelque chose qui ne sert à rien. Alors c'est vrai. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il est possible de laisser dériver à ce point l'utilisation, l'instrumentalisation du nom de Lacan, de l'enseignement lacanien, lorsque l'utilisation ou l'instrumentalisation de ce nom arrive à faire dire à Lacan l'inverse de tout son enseignement. C'est-à-dire s'il y a bien une chose sur laquelle Lacan a insisté, c'est la notion de structure en psychanalyse. Or, l'utilisation abusive des termes de la novlangue, de tout ce qui sont les marottes du discours dominant, notamment les gender studies, etc., les mots qui sont employés. Ça, c'est une partie du langage, c'est la partie de la représentation, c'est la partie imaginaire symbolique. Et l'autre partie, qui est la partie symbolique réelle du langage, c'est-à-dire la structure qui assigne sa place au sujet, pas seulement au sujet, mais aussi au signifiant maître, au savoir et à l'objet. Donc, c'est un déni total de l'enseignement lacanien auquel on assiste. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors, est-ce qu'on a à répondre d'abord? C'est vrai qu'on n'a pas vraiment à répondre, parce qu'à nourrir le symptôme de sens, on ne fait que lui donner continuité de subsistance. Et à vouloir les dénoncer leurs dérives, au fond, on ne fait que les créditer. C'est ça le piège du discours et le piège du langage en général. Mais d'un autre côté, c'est impossible de ne rien faire, ne rien dire, parce que la plupart des gens qui aujourd'hui voudraient faire une analyse, il faut qu'ils sachent que s'ils vont avec des gens qui se réclament de ces institutions-là, c'est pas du tout de la psychanalyse, hein. Ça n'a rien à voir avec la psychanalyse, c'est même contraire à la psychanalyse, puisque la psychanalyse, c'est tout à fait autre chose, puisque la psychanalyse, en fait, ça doit vous mettre en contact avec cette espèce de dimension indicible qui pourtant demande à être dite. Alors, ça c'est ce que Freud a appelé das Ding. Ce que vise le désir, c'est das Ding. Das Ding, c'est la chose. La chose, en fait, justement, elle se caractérise du fait de ne pas pouvoir être dite. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle s'appelle la chose. La chose, c'est quelque chose d'indéterminé, justement. Chose même signifie qu'il est difficile de lui attribuer un contour ou des qualités. C'est juste une dimension, mais je ne sais pas si dimension est le mot le plus approprié, puisque c'est la maison du dit aussi, la dimension.
Alors ça l'est et ça ne l'est pas simultanément. Voilà, la difficulté de parler de la chose, c'est que la chose, c'est ce qui permet qu'il y ait quelque chose, mais ce n'est pas cette chose-là. Donc par exemple, si j'ai écrit quelques lignes là sur cette histoire de la banane, cette histoire d'œuvre d'art contemporaine qui a fait couler autant d'encre et de salive, où tout le monde a crié au scandale, etc., où paradoxalement j'ai pris le parti justement de considérer que, effectivement, dans l'histoire de l'art, ça correspondait à un moment post-duchampien, on dira, où il est possible de comprendre quelque chose avec cette histoire de la banane. C'est-à-dire que ce dispositif qui a été inventé, là, par cet artiste, qui est de prendre un morceau de Chatterton ou de scotch opaque et de coller une banane comme représentation de banane, ça s'inscrit quand même dans une histoire. C'est-à-dire que c'est pas rien. C'est pas juste une plaisanterie comme ça. Alors ça peut être aussi considéré comme une plaisanterie, mais en y réfléchissant un peu, ça renvoie à ce passage de l'art entre Casimir Malevich et Marcel Duchamp, où justement, il y a quelque chose là, c'est le cas de le dire, quelque chose, ça a un rapport avec la chose, avec das Ding. Puisque même si la banane n'est plus là, même si elle est mangée, la banane, ou qu'elle est remplacée, ce qui compte, ce n'est pas la banane, c'est l'écart qu'il y a entre la représentation de la banane et ce qui fait la banane, c'est-à-dire l'essence de la banane. Et l'essence de la banane, justement, est irreprésentable parce qu'elle ne compte même pas en tant qu'essence de banane. Ce qui compte là, en l'occurrence, c'est qu'il y aura eu, comme un après-coup, donc au futur antérieur, quelque chose. Alors ça nous permet de comprendre justement la notion de réel, puisque ce séminaire s'appelle Lacan, nous et le réel. Donc la notion de réel, c'est que le réel auquel nous nous confrontons en psychanalyse a le même nom que le réel que cherche l'artiste. C'est-à-dire c'est une certaine forme de la jouissance. Mais sauf que quand on rencontre ce réel dans la cure, il est toujours frappé, marqué du signe de l'horreur ou de la terreur. C'est-à-dire que c'est une jouissance plus que ruineuse, c'est-à-dire c'est celle que le sujet ne peut pas arriver à supporter, et c'est pour ça qu'il y a du fantasme. C'est justement pour protéger de ce réel-là. Et le réel que cherche l'artiste, que l'art convoite, justement, c'est aussi ce réel-là, mais appréhendé de l'autre côté, c'est-à-dire de montrer, justement, que le réel que vise Baudelaire quand il dit « je voudrais arriver à décrire le monde comme si je n'étais pas là pour le faire », ou Cézanne qui cherche à peindre la poméité de la pomme, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des pommes que peint Cézanne. Comme là, cet artiste, il ne met pas juste une banane comme ça en disant « regardez, c'est une banane ». C'est-à-dire que ce qu'il essaye de faire, c'est de rendre accessible ce qui est un peu plus compréhensible si on se reporte à l'épisode de la poméité de la pomme chez Cézanne. Imaginez que ce que cherche Cézanne en peignant la pomme, et en disant lui-même que ce qu'il cherche à peindre, c'est la poméité de la pomme, c'est que, dans un premier temps, il montre, comme le miroir déjà nous montre l'expérience du miroir, quand nous sommes petits, que la première chose qui est montrée, c'est l'inaccessibilité en tant que telle. L'image renvoie quelque chose, ce quelque chose-là est inaccessible. L'image, déjà, ce n'est pas l'objet. Donc c'est une représentation. Alors vous avez déjà là, Magritte, ceci n'est pas une pipe, etc. Ça, c'est un premier aspect, c'est-à-dire c'est inaccessible. Et puis surtout,
si on revient à la technicité de la peinture, hein, puisqu'il semble que chez Cézanne, il y ait beaucoup de technicité picturale, par exemple, alors que là, dans l'œuvre dite de la banane à 120 000 $, il ne semble pas qu'il y ait besoin d'une si grande technicité artistique que ça. Alors, ça demande à être vérifié, parce qu'on ne peut pas savoir. Hein. En tout cas, là, on assiste à quelque chose qui met en scène, justement, une représentation de banane. C'est-à-dire que même la banane qui n'est pas représentée, c'est-à-dire peinte ou photographiée ou sculptée ou je ne sais quoi, c'est quand même une reproduction. C'est-à-dire qu'elle est inaccessible en tant que telle. Elle est inaccessible. Voilà. Parce que si je reviens, comme je l'ai dit, à l'histoire de la pomme, c'est que quand César dit qu'il veut peindre la pomméité de la pomme, il faut imaginer qu'il faut un minimum de coups de pinceau ou de traits, quelque chose d'ordre visuel, pour que le sujet reconnaisse là une pomme. Mais que, peut-être à la limite, un coup de pinceau en plus ou en moins, et on ne reconnaît plus une pomme. Donc, ça tient juste à quelque chose en plus ou en moins, qui fait que l'idée même de la pomme est accessible comme telle. Donc, l'objet, non. Hein. Et là, avec l'histoire de la banane, c'est exactement la même chose, au fond. Sauf qu'il n'y a même pas de technicité. C'est-à-dire que l'objet apparemment accessible, c'est-à-dire que quelqu'un est venu, a enlevé le scotch, a mangé la banane, et de toute façon, il est prévu dans le contrat de l'œuvre d'art, là, que la banane doit être remplacée régulièrement, bien sûr, parce que les bananes, ça pourrit. Donc, on voit bien que ce n'est pas la banane qui fait l'objet, c'est un certain rapport du sujet à la représentation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de représentation. C'est-à-dire que déjà, la banane en tant que telle est déjà une représentation. Donc c'est une représentation de quoi? Du sujet. Donc c'est pour ça que, justement, dans la peinture ou dans la photographie, par exemple, on appelle ce sur quoi on travaille un sujet. Parce que ça renvoie directement au sujet lui-même de la perception. C'est un rapport avec lui. C'est-à-dire que ce n'est pas la chose en soi, objective, indépendamment de qui la regarde. Ça a un rapport direct avec celui qui l'observe et là, celui qui la met en scène. Au fond, ça permet de comprendre la différence entre la bonne peinture et la mauvaise peinture. Vous pouvez avoir, par exemple, des peintres du dimanche ou des peintres qualifiés qui ont acquis une certaine technicité de reproduction dans le détail d'un objet. Mais ce qui va faire l'œuvre d'art, ce qui va faire que c'est vraiment de la bonne peinture, ce n'est pas la qualité de reproduction, puisqu'on a des appareils de reproduction pour ça. C'est que ça va renvoyer tout le temps à la perception d'un sujet. Donc, c'est ce qui va faire que est ménagé dans la reproduction quelque chose qui est irreproductible, qu'on ne peut pas reproduire et qui fait qu'on puisse le voir. C'est-à-dire que c'est comme une tache aveugle, mais c'est même pas la tache aveugle, c'est ce qui fait qu'il y a un espace dans lequel cette chose-là est et qui n'est pas reproductible parce que ça demande un sujet. Donc il n'y a pas d'objectivité. Et là, peut-être on atteint le point en art de la non-objectivité absolue. Alors, c'était déjà le propos de Malevich dans son carré noir sur fond blanc. C'est déjà ce qu'il voulait faire passer là. C'est pour ça que nous avons une filiation entre Casimir Malevich et Marcel Duchamp qui installe ses premiers ready-made, donc dès 1911, je crois, dans un musée. Donc vous voyez qu'entre 1911 et 2019, il s'est passé 118 ans, mais en fait, il n'y a pas eu vraiment d'évolution depuis. C'est-à-dire que la perception à laquelle engage déjà Marcel Duchamp, qui prend en compte le fait que Casimir Malevich fait comprendre que ce n'est pas la reproduction qui fait l'œuvre d'art, puisque il y a un cadre, et puis là, il y a un fond noir. Donc on peut y mettre ce qu'on veut. Donc ce n'est pas les qualités intrinsèques d'une œuvre d'art qui vont faire l'œuvre d'art, mais c'est la place qu'elle occupe et le fait qu'elle soit, justement, le sujet d'un artiste. Le sujet, hein, dans l'équivoque signifiante du terme de sujet, là.
Donc c'est le sujet qui fait l'œuvre d'art, c'est l'artiste qui fait l'art. Parce que d'un côté, on est dans une espèce d'impasse langagière aussi, c'est un piège. C'est-à-dire, on a l'art qui fait l'artiste et l'artiste qui fait l'art. Donc, on est coincé dans une espèce de boucle logique. Comment sortir de là? On n'en sort pas. C'est juste, on va creuser à l'intérieur de cette boucle-là et on va essayer de comprendre quelque chose qui concerne justement le fait qu'il y a de l'art, que les buts de l'art ne sont pas juste la création d'œuvres. C'est-à-dire que l'œuvre d'art, la somme des œuvres d'art n'épuise pas ce qu'il en est de l'art, qu'il y a de l'art. Puisque les buts de l'art sont apparemment ailleurs. Et le but de l'art, depuis Kazimir Malevich et Marcel Duchamp, c'est une affaire de place. Or, la place, c'est vraiment ce que dévoile la psychanalyse comme étant un effet de la structure. C'est la structure en tant que l'aspect du langage le plus réel qui assigne les places. Quand vous avez un enfant, par exemple, eh bien, les parents lui parlent, ils lui assignent une certaine place. Cette place-là, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas inscrite dans l'espace, ce qui est convenu d'appeler l'espace, puisque l'art, au fond, ce n'est que ça, c'est recréer l'illusion de l'espace. Donc, même si cet espace n'est pas représenté, ça marche. C'est-à-dire qu'il va être dans une position où le langage, il va l'apprendre par imprégnation. Il est dans une position où on lui parle et progressivement, en fait, sa place, eh bien, c'est là où il va essayer de la trouver. Les enfants, par exemple, qui demandent à un certain âge, je me souviens des miens, pourquoi ça, pourquoi il y a ça, toutes ces questions-là, pourquoi, elles ne sont pas vraiment destinées à l'acquisition des connaissances pour un enfant. Ça ne l'intéresse pas, la réponse en tant que contenu. Ce qui l'intéresse, c'est d'entendre, quand il pose sa question, la manière dont le parent ou l'adulte lui répond, s'il s'inscrit, si son désir à lui s'inscrit d'une place qui lui est ménagée dans ce discours-là. S'il y a une place pour lui. Voilà. Donc c'est ça l'aspect de la place que découvre Kazimir Malevich avec son carré noir, c'est-à-dire la non-objectivité ou la non-subjectivité, ce qui revient au même, et que va exploiter tout le génie de Marcel Duchamp avec ses ready-made et qui ont amené à cette histoire de banane là qui peut paraître pour un gag, mais il est beaucoup plus rentable et intéressant de sortir disons, du discours courant, hein, puisque après on va revenir sur la psychanalyse justement en tant qu'elle est la possibilité de faire entendre au sujet par sa propre parole, c'est-à-dire que ce qui caractérise le dispositif, donc la place de l'analysant dans l'analyse, c'est-à-dire la place du sujet par rapport à la place d'objet que tient le psychanalyste. Ce sont des places, et ces jeux de places-là, c'est ce qui permet justement de s'extraire, disons, du premier piège du langage. Voilà. Aujourd'hui, on peut dire que quand le CF est totalement prise dans le discours dominant avec ces histoires de gender studies, de féminisme, de transgenrisme ou je ne sais quoi, en fait, ils sont totalement dans le discours dominant, pas seulement par l'emploi des mots, c'est-à-dire, en fait, ils ne se rendent pas compte que ce sont eux qui sont employés par les mots, parce qu'ils sont tellement intelligents, ils ont fait tellement d'études, ils sont tellement sûrs d'eux, etc. Ils ne se rendent pas compte que ce sont eux les employés du langage, et qu'ils n'emploient pas les mots, mais ils sont employés par eux. Donc, déjà, dans l'emploi des mots, l'emploi que les mots font d'eux, mais aussi la structure, c'est-à-dire que ça détermine une structure où, à la fin de leur congrès, là,
il y a un transgenre qui leur a fait une sorte de happening, là, comme ils aiment faire, en convoquant l'obsolescence de Freud et les notions d'anatomie, etc., comme si c'était entièrement dépassé, comme s'il y avait quelque chose d'entièrement nouveau maintenant avec ça, etc., alors que ça a tout le temps existé. C'est-à-dire que c'est pas du tout ça. Ça c'est un jeu de bonneteau, c'est une espèce d'escroquerie qui fait croire, comme le discours dominant, que maintenant, alors on arrive à une étape de l'humanité où il y a une très grande intelligence avec l'intelligence artificielle, etc. Mais c'est absolument l'inverse. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas plus d'intelligence, mais il y en a moins. C'est-à-dire qu'il y a moins de connaissances, justement, de ce qui est primordial dans le langage et qui avait été travaillé auparavant par les angles de la théologie, notamment les hérésies, par exemple l'hérésie cathare qui a donné l'amour courtois, et donc la manière de placer la dame comme chose suprême à laquelle justement on n'a pas accès. Donc je pense que c'est de là que Lacan tire sa phrase célèbre « la femme n'existe pas », parce que la dame, c'est la dame en tant qu'elle est justement celle qui n'existe pas. Hein, toutes les dames, en fait, essayent de correspondre à la dame dans l'esprit du troubadour, mais pour lui, il a tout intérêt à ménager un impossible, parce qu'à partir de cet impossible-là, tous les possibles peuvent s'ouvrir. Tout ce qui n'est pas cet impossible-là, c'est à partir du point de l'impossible. Eh bien, c'est la même chose avec l'art, c'est-à-dire que ce qui est irreprésentable dans l'art, c'est ce qui permet l'ensemble des représentations, parce qu'il y a forcément quelque chose d'irreprésentable. D'ailleurs, si vous remarquez bien, à quel moment vient le carré noir sur fond blanc de Kazimir Malevich, c'est-à-dire c'est exactement juste après le tableau qu'avait Lacan, là, chez lui, derrière un voile, l'origine du monde, de Courbet. C'est-à-dire que c'est comme si la représentation, la représentativité des choses du monde avait tourné autour du sexe de la femme sans jamais le représenter jusqu'à ce moment-là. Il faut arriver jusqu'à ce moment-là où Courbet le met en scène comme étant, voilà, c'est de là. Au fond, tout ce qu'on peint, tout ce qu'on fait, c'est pour pas voir ça. C'est-à-dire qu'on sort de là. C'est ça, l'origine du monde. C'est totalement contingent, c'est de là qu'on sort. Et à partir de là, hop, c'est comme s'il y avait une éclipse et on passe sur autre chose et ça devient un carré noir sur fond blanc. C'est-à-dire que ce n'est pas la représentation, alors que c'est hyper réaliste. Donc ce n'est pas la figurabilité de la représentation qui va faire l'art, ça va être la place qui est occupée. Donc la notion de place, c'est prioritaire, bien sûr. Alors, ça a toujours été le cas, mais il faut attendre un certain contexte historique, ce en quoi le sujet de la psychanalyse est toujours un sujet historique, hein, et hystérique aussi, bien sûr. Mais pas dans le sens où le pensent les marxistes. Hein. C'est très important de bien comprendre ça, c'est que l'histoire, c'est pas la même chose pour les marxistes. Je ne dis pas Marx, hein, parce que je pense que Marx est très supérieur à ceux qui se revendiquent d'être marxistes. C'est-à-dire que dans son esprit à lui, c'est tout à fait autre chose. Il est quand même très très précis. Et le marxisme appliqué n'est, à mon avis, qu'une mauvaise lecture de Marx. D'ailleurs, Lacan était un très grand et très fin lecteur de Marx, puisque justement son plus de jouir, il l'a pris sur la plus-value marxienne. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de religion et plus de spiritualité? Même ces mots-là ont été galvaudés, parce que tous ceux qui se réclament aujourd'hui de la spiritualité, malheureusement, ils sont tous en prise avec des sortes de considérations New Age qui sont déracinées de toute expérience et de toute rigueur logique. Alors qu'auparavant, justement, qu'on étudie la spiritualité soufie d'un Ibn Arabi qui part à la fin du XIIe siècle d'Andalousie pour
pour retourner du côté du Moyen-Orient, là, il y a une très grande rigueur logique qu'il n'y a plus aujourd'hui dans ce qu'on appelle la spiritualité. Donc effectivement, on peut considérer comme Freud que la religion est une forme adaptée de tentative de soigner collectivement la névrose. Donc de bourrer de sens un réel qui n'en a pas. Parce que après on va revenir là-dessus, hein, parce que je tourne un peu autour, mais justement, on ne peut pas faire autre chose avec le réel, c'est-à-dire avec ce qui reste de la chose, qui est elle-même un reste, c'est-à-dire un reste inassimilable. Donc, reste comme réel, c'est res en latin, c'est la chose elle-même, hein, comme dans res publica, la chose publique. Donc, on ne peut qu'essayer d'établir un mouvement et de l'approcher par son contour et d'essayer de rendre visible le trou, le creux que c'est, ce qui fait que une pomme devient une pomme à un moment dans la représentation. Voilà. Et on oublie que c'est qu'une représentation de pomme. Alors comme aujourd'hui on vit dans un fantasme d'objectivité et paradoxalement un fantasme aussi de subjectivité, il est important de rappeler que le sujet en psychanalyse n'est pas la subjectivité. Hein. La subjectivité, c'est d'où doit s'extraire le sujet pour advenir en tant que sujet qui possède toujours, paradoxalement, une face objectale, c'est-à-dire sa face réelle, qui est inconnaissable. Et le sujet de la psychanalyse, c'est justement pas le sujet de la philosophie. C'est quelque chose qui échappe à la représentation. Parce qu'il est réel, il a un côté symbolique, on ne peut y accéder que par le symbolique, mais la structure même, c'est-à-dire ce qui articule le symbolique au réel, fait que le réel étant partie du symbolique, c'est-à-dire sa limite interne, le sujet lui-même va émerger dans la cure comme un résidu, quelque chose qui a un rapport avec la chose, justement. C'est ça qui est le plus subtil et le plus complexe. Donc dès qu'on est dans une surdétermination, dès qu'on est dans un langage inquestionné uniquement de représentation où il n'y a pas de notion de structure, on n'est pas du tout dans la psychanalyse. C'est ce en quoi la psychanalyse a quelque chose à voir avec l'art, plus qu'avec autre chose. Hein. C'est pas de la psychologie, c'est pas du discours universitaire, la psychanalyse. Jamais. Jamais. Puisque l'expérience analytique, quand Lacan dit « est-ce que vous y attrapez un petit bout de réel ?» Parce qu'il n'y a que ça qui compte. Est-ce que vous y attrapez un petit bout de réel de ce que je dis là? Donc ce que je dis, c'est que, par exemple, à un moment, vous pouvez vous rendre compte que le réel est partout autour de nous, mais inaccessible, comme la banane. C'est-à-dire que entre nous et le réel, il y a toujours du langage. C'est-à-dire la représentation que je me fais de moi-même dans le paysage dans lequel je suis. Mais pas n'importe quel type de représentation amène au réel, parce que c'est là où il y a la différence entre la réalité et le réel. C'est-à-dire que dès que je suis hors de la vérité, de la morsure de la vérité, je n'accède pas au réel. Je suis juste dans une sorte de représentation de moi-même dans le monde et du monde, étant entendu que ce qui caractérise vraiment pleinement la psychanalyse, ce n'est pas que la société doit être changée. C'est que la seule manière dont la société puisse être changée, c'est de changer d'abord sa propre position de sujet. Parce que la société, elle, et même pas seulement la société, mais le monde en tant que tel, c'est-à-dire en tant que système de représentation ou même de volonté, comme dit Schopenhauer, en fait, procède déjà du refoulement de notre sujet. Donc dès que je m'attaque au monde comme à quelque chose d'objectif, que je voudrais changer, que je voudrais faire évoluer, je suis déjà dans une idéologie qui n'est pas celle de l'analyse. Parce que je ne dis pas que d'un côté il y a l'idéologie et de l'autre il n'y a pas de l'idéologie. Je dis que l'idéologie de la psychanalyse, c'est autre chose que cette idéologie-là. De l'idéologie, on ne peut pas en sortir.
de toute façon. Nous sommes toujours pris dans l'idéologie. Du fait même que nous parlions, nous sommes toujours pris dans une idéologie. Une idéologie, c'est un système langagier où un champ de signifiant correspond à un champ de signifiant et qui ne met pas en scène la possibilité de faire évoluer la notion de structure, c'est-à-dire ce dont je vous ai expliqué tout à l'heure, qui assignait sa place au sujet. Dès qu'il n'y a plus question de place du sujet, eh bien, c'est une idéologie courante. Hein. Le discours courant d'aujourd'hui est totalement... C'est une idéologie massive qui justement prend appui sur le fait qu'elle se prétend non idéologique, c'est-à-dire purement efficace, objective, etc. Il n'y a pas plus idéologique que ça, puisqu'il n'y a pas de pure objectivité. C'est ça, c'est de l'idéologie de croire qu'il y a une pure objectivité. En mathématiques, il y a toujours un epsilon. Donc, il n'y a jamais de possibilité d'accéder à la chose en tant que telle. Il faut toujours qu'il y ait un sujet, et ce sujet n'y accède jamais réellement. C'est comme en physique quantique, si vous avez la vitesse, vous n'avez pas la position. Si vous avez la position, vous n'avez pas la vitesse, parce que le sujet influe toujours sur l'expérience. Donc la pure idéologie d'aujourd'hui, c'est de faire croire qu'il y aurait une objectivité absolue, et de ce fait-là, une subjectivité absolue. C'est-à-dire que tout le monde a son mot à dire, tout le monde peut dire n'importe quoi, tout le monde est un artiste, tout le monde aujourd'hui est un politique, un spécialiste des stratégies militaires, des stratégies politiques, etc. Mais tout ça, c'est de l'idéologie. La psychanalyse, c'est un autre genre d'idéologie. C'est de dire, non, ça ne marche pas comme ça, parce que la préséance qu'il s'agit de donner, c'est la notion de structure. Alors, ça ne fait pas du tout de ça, de Lacan, un structuraliste, hein, loin de là, parce que justement, chez les structuralistes, il n'y a pas de sujet. Or, en psychanalyse, la notion de structure est ce qui permet de localiser le sujet. Et le sujet n'est jamais seul. Il est toujours en relation avec un objet petit a. Donc ça, c'est la formule du fantasme. S barré, Poinçon, petit a. Mais ils ne sont pas que deux, ils sont quatre, parce qu'ils sont chaque fois deux par deux, mais au-dessus et au-dessous de la barre. Ça, c'est ce qui permet de comprendre ce qu'il en est véritablement de la théorie analytique et en quoi, justement, le discours de l'analyste est ce qu'il y a de plus antipathique, de plus antagoniste au discours dominant, qui est un discours capitaliste, hein, mais ça on a déjà vu plusieurs fois, mais bon, on est obligé de le redire, qui lui-même s'appuie sur la structure du discours universitaire, la structure du maître perverti. Et donc, ces structures-là assignent chaque fois un certain type de rapport du sujet au signifiant, au savoir et à l'objet. Donc ça, c'est toute la théorie des discours. Et si vous écoutez aujourd'hui, la plupart des gens qui parlent de psychanalyse n'ont pas seulement aucune notion de ça. C'est-à-dire que la manière dont ils disent les choses montre bien qu'ils s'en foutent complètement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout intégré que ce qui comptait, c'était la structure. Bien sûr, la représentation compte, puisque c'est l'aspect imaginaire. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, dans le discours, c'est la structure. Donc, c'est ce qui assigne une place et ce qui permet de changer de place. Donc, on a vu qu'il y a des changements de place, l'évogir et dextrogir. Mais par exemple, pour revenir sur l'histoire de la féminité, en fait, Freud, quand il essaye d'écrire sur la fin de la cure, il remarque qu'à la fin de la cure, il y a deux choses qui se passent à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a d'abord ce qu'il appelle un refus de la féminité. Mais pas pour les femmes, pour les deux sexes. Donc qu'est-ce que ça veut dire la féminité si c'est pas pour les femmes, le refus de la féminité? C'est pour les deux sexes. Donc, étant entendu, bien sûr, que quand on dit deux sexes, c'est une forme de facilité langagière, mais qui peut occulter le fait qu'en psychanalyse, il n'y a qu'un seul sexe. Hein, comme dans la lutte des classes, il n'y a qu'une seule classe, la bourgeoisie. En psychanalyse, il n'y a qu'un seul sexe, le phallus, et les sexes se déterminent entre ceux qui l'ont et qui ne savent pas quoi en faire, et celles qui ne l'ont pas, mais ne peuvent pas ne pas l'être.
Donc, celles qui le sont et ceux qui l'ont. Et donc, on se distribue comme ça. Donc, ça n'a rien à voir avec les organes génitaux, mais ça veut dire tout à fait autre chose que l'imaginaire de la féminité ou du féminisme contemporain, qui est absolument à côté de la plaque en ce qui concerne vraiment la structure analytique. Donc, il y a ce refus de la féminité-là, et il y a le fait qu'il y a aussi un refus, ça correspond à un refus de la castration. Alors, il y a trois registres de fin d'analyse chez Lacan. C'est l'assomption de la castration, c'est dans les années 50-60. Dans les années 70, ça va être la traversée du fantasme. Et dans les années 80, ça va être l'identification au symptôme. Et donc, ces trois aspects aussi ne s'opposent pas. Ils sont trois manières, justement, de se mettre en phase avec Freud et de comprendre, grâce à l'invention de l'objet petit a de Lacan, ce qu'il en est de ce refus de la féminité de Freud. Alors, Lacan, il va dire, en fait, il va l'appeler autrement. Il va appeler ça le refus du corps. C'est-à-dire que le refus de la féminité, pour lui, c'est un refus du corps. Alors, il faut comprendre ce que c'est qu'un corps en psychanalyse. Ce n'est pas un organisme, puisque le corps, nous n'y accédons pas. Il y a toujours la médiation du langage qui nous empêche d'accéder à notre corps. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas en ce moment savoir ce qu'il en est de la manière dont vous respirez ou dont fonctionne votre pancréas ou votre glande pinéale. Vous n'en savez rien, vous n'y accédez pas. Ce sont des mots, vous devez passer par des mots, et ce n'est pas d'ordre ni empirique, ni expérimental, ni esthésique. Ce n'est pas quelque chose qui se sent. On n'y accède pas autrement que par des mots. Donc il y a toujours des signifiants. Alors, pour essayer de comprendre quelle est la différence entre la féminité et le corps, eh bien, et qu'il y ait malgré tout de la différence sexuelle, là, ça nous renvoie à un schéma, le schéma où vous avez trois sortes de jouissances en psychanalyse. Il y a la jouissance phallique, il y a la jouissance du blabla, la jouissance imaginaire, donc J apostrophe oui, sens, et la jouissance féminine. Et la jouissance féminine, justement, elle est à l'intersection du réel et de l'imaginaire, des deux cercles du réel et de l'imaginaire. Donc il n'y a pas de symbolique là-dedans. Elle est indicible. C'est pour ça que les femmes elles-mêmes ne peuvent pas en parler. Mais elles seules y ont accès sans pouvoir en parler. Ça tient au fait d'avoir la possibilité, en tant qu'équipé d'un utérus, de pouvoir dire un enfant, de pouvoir, parce que c'est comme si c'était une gamme, l'utérus, des cordes vocales. C'est-à-dire, elles parlent un enfant, elles mettent au monde un enfant plutôt qu'une parole. Donc, cette jouissance-là, elle est, je le répète, entre le cercle du réel et de l'imaginaire, entre le cercle du réel et du symbolique. Vous avez la jouissance phallique. Ça, c'est la jouissance, disons, la plus commune, puisque les hommes ne sont que là-dedans, et les femmes aussi, bien qu'elles ne soient pas toutes là-dedans. Et là, il faut entendre que pas toutes, ça veut dire que non seulement elles ont la jouissance phallique, mais que le phallus leur est indispensable, comme dans le tableau où la Vierge Marie prend appui avec son talon sur le serpent. De la même manière, Lacan va dire, ou Freud va remarquer avec les hystériques, que pour pouvoir avoir accès à Madame K, Dora a besoin de l'identification à Monsieur K. Elle a besoin de se mettre dans une situation d'identification virile, identification phallique. Donc toutes les femmes sont dans la jouissance phallique. Mais elles ne sont pas toutes là, puisqu'elles ont accès à cette autre jouissance. Et donc on va revenir sur le corps tout à l'heure, puisque le refus du corps, c'est le refus de l'autre en tant qu'autre.
C'est-à-dire que si nous sommes intégralement pris dans le langage, qu'est-ce qui reste comme autre? C'est le corps, rien d'autre que ça. Mais avant d'arriver là, donc l'autre jouissance, c'est la jouissance de l'autre, justement, c'est la jouissance qui fait l'intersection du cercle du réel et de l'imaginaire, et vous avez l'intersection du symbolique et de l'imaginaire. Alors ça, c'est celle-là qu'on place jouissance, c'est-à-dire le blabla. Le blabla, c'est de mettre du sens partout. C'est là où on a la religion, par exemple, où même les choses les plus extravagantes, on va bourrer de sens. C'est parce que si, c'est parce que ça, c'est une véritable herméneutique, on met du sens partout. C'est le blabla. La jouissance phallique, donc c'est entre symbolique et réel, et la jouissance autre, c'est entre imaginaire et réel. Et en fait, la psychanalyse, c'est ce qui permet, en connaissant ce qu'il en est, en ayant pris un bout de réel de tout ça, de resserrer ce nœud, parce que c'est un nœud. Le corps, j'y reviens, c'est que c'est un vide. On n'y accède pas à notre corps, parce que nous sommes toujours pris dans le langage. Donc la seule manière d'y accéder à ce corps vide, c'est par rapport au nœud qui est constitué d'imaginaire symbolique et réel. C'est-à-dire qu'il y a de l'imaginaire, c'est les représentations qu'on se fait. Il y a le symbolique, c'est ce qu'on est capable de dire. Et puis il y a le réel, c'est-à-dire cet écart qu'il y a entre ce qu'on est capable de dire et ce qu'il en est réellement de notre corps, qu'on ne contrôle pas, auquel on n'accède pas. Donc, la psychanalyse, vous voyez, ça n'a strictement rien à voir avec ces notions de genre, et encore pire, de genrer maintenant. On a envie de dire genrer du cul, c'est tellement absurde. Mais la psychanalyse, justement, c'est ce qui permet à tout un chacun de pouvoir se confronter à sa position de sujet. C'est-à-dire ce à partir de quoi, entre le réel et lui, ce sujet, quelle vérité peut-il traverser, étant donné que seule la vérité le conduit à une certaine possibilité de faire avec le réel. Sinon, nous sommes dans l'opinion, c'est-à-dire ce qui n'a strictement rien à voir et qui est opposé à la notion de vérité. Il n'y a que deux maximes potentiellement éthiques chez Lacan. Il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Il y a la seule chose dont on peut être coupable, c'est de céder sur son désir. Je vous en ai fait un commentaire. Il y a une autre phrase, une autre maxime, qui est « il n'est d'éthique que du bien dire ». Il n'y a d'éthique que du bien dire. Que dit cette phrase? Eh bien, elle dit très simplement et très fortement que le seul bien pour la psychanalyse, peut-être le seul souverain bien, pourquoi pas, puisqu'on emploie ce terme de bien, eh bien c'est le dire. C'est-à-dire la parole. C'est-à-dire toute cette question de la parole que Lacan avait développée tout à fait au début de son enseignement, fonction échange de la parole et du langage, mais qu'il reprend à la fin de son enseignement autour de la question du dire. Qu'on dise. Qu'est-ce qu'il dit? Et en somme, la psychanalyse et les psychanalystes auraient la charge et la responsabilité de ce bien qu'est le dire pour nous, pour les patients, et sans doute aussi pour notre culture. C'est ça le bien. Ça ne dit pas plus que ça, mais c'est ça. Alors ça, il n'y a rien de plus éloigné de la psychanalyse que le discours universitaire. Alors le pire, ce sont ceux qui se disent psychanalystes comme ça, qui ont des fois un cabinet depuis 30 ans de psychanalyse. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu déjà une seconde de psychanalyse là-dedans. Hein. Ça ne veut rien dire du tout, parce que la plupart sont psychologues cliniciens ou psychiatres, etc. Et puis ça fait bien de faire psychanalyse. Alors, et puis bien sûr, s'ils se mêlent d'enseigner, alors là, ça leur donne un statut où ils ne se sentent plus, quoi. Ils sont à la tribune partout, ce sont des autorités, etc. Mais il faut savoir que la psychanalyse, c'est exactement l'inverse de ça. Donc, quand ils se réclament du bien-dire, eh bien, ce n'est pas le bien-dire. Le bien-dire, ça n'a rien à voir avec la rhétorique, avec juste le maniement de la langue dans le but de faire des conférences ou de briller dans des soirées parisiennes. Ce n'est pas ça le bien-dire. Le bien-dire, c'est prendre en compte la notion de structure
et la représentation de telle manière que j'essaye d'approcher la vérité en y incluant le sujet de mon énonciation dans mes énoncés. Donc le bien dire, c'est ça. Quant à leur... donc on voit très bien que eux, comme ils sont dans l'auto-congratulation et puis l'auto-satisfaction de s'entendre parler pour ne rien dire, justement, on est très loin du bien dire. Quant à l'éthique de la psychanalyse, ne pas céder sur son désir, alors là, c'est le plus gros malentendu de l'histoire de la psychanalyse, parce qu'ils confondent désir et jouissance. Et là, c'est très simple, quand ce crétin parce que là, il y a deux frères crétins, il y a Jacques-Alain et Gérard qui racontent que Lacan ne cédait pas sur son désir. Lire Lacan, l'entendre et le voir aussi. Puisqu'en 1973, à 72 ans, il accepta pour la première fois de sa vie, et la seule, d'être filmé par la télévision française. Visionnant le film terminé, les dirigeants de la télévision d'alors furent stupéfaits et, ne comprenant que quic à tout ça, refusèrent catégoriquement de le diffuser. Je suppose que n'importe qui de sensé aurait accepté le verdict en pestant, pas Lacan, qui ne connaissait rien à la télévision, mais appliquait son principe de ne jamais céder sur son désir. Ça, c'est pas du tout pas céder sur son désir. Ça, c'est ne pas céder sur sa jouissance. Ce qui fait dire à l'autre frère que Bernard-Henri Lévy, lui, ne cède pas sur son désir. Mais il n'a aucune idée de ce qu'est le désir, Bernard-Henri Lévy. Il est que dans la jouissance. Il est dans la jouissance tout le temps. Il ne cède jamais sur sa jouissance. C'est absolument l'inverse. Parce que le ne pas céder sur son désir, ce n'est pas ne pas céder sur son désir. C'est avoir cédé sur son désir. C'est que nous avons tous déjà cédé sur notre désir. Et que c'est du futur antérieur. Le fait d'avoir cédé sur notre désir, c'est-à-dire d'avoir accepté tout simplement la castration, nous met dans une situation où nous sommes coupables. Donc de là naît ce qu'on appelle le sentiment de culpabilité, qui est différent de la culpabilité. Quand vous avez fait quelque chose de mal, vous pouvez vous dire coupable et vous sentir coupable. Mais la plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui se sentent coupables sans forcément avoir fait, et même sans avoir rien fait du tout. Donc se sentir coupable, c'est autre chose. Donc d'où vient cette culpabilité-là? Ça, c'est ce que permet justement de comprendre la psychanalyse. Mais pas seulement de comprendre au sens intellectuel du terme, c'est-à-dire qu'en y mettant son propre corps, sa propre peau sur le divan, il est possible de sortir de son discours courant, c'est-à-dire que de son idéologie originelle. Nous avons tous été pris dans l'idéologie, nous sommes toujours dans l'idéologie, et il est possible de faire évoluer notre position face à cette idéologie. Cela s'appelle changer de discours. C'est pour ça qu'une analyse qui est arrivée jusqu'à son terme logique permet de faire le tour des 4 discours, et 2 fois en plus. Donc ce qui permet au sujet de ne plus s'identifier ni avec celui qui parle, ni avec celui à qui il parle. C'est-à-dire d'accepter cette étrangeté qui n'est rien d'autre que la chose elle-même. La chose qui fait que nous sommes des par-l'être, c'est-à-dire des corps parlants. Le mystère du corps parlant, c'est ça le mystère de l'inconscient. Et ça restera un mystère. Nous ne pouvons que l'aborder d'une certaine manière, mais jamais dans des catégories déjà classificatoires, avec d'un côté les hommes, de l'autre les femmes, d'un côté les trans, de l'autre je ne sais pas quoi, d'un côté les pauvres, de l'autre les riches. Ça n'a rien à voir avec la psychanalyse, puisque le sujet de l'inconscient est justement dans l'héritage qui est le sien, mais qui passe un cap décisif avec Freud, c'est-à-dire le paradoxe du désir. L'héritage de cette notion de sujet, c'est évidemment le sujet transcendantal kantien, qui lui-même prend sa source chez le sujet cartésien. D'ailleurs, Lacan dira que le sujet de la psychanalyse n'est rien d'autre que le sujet cartésien, mais sauf que c'est le véritable sujet cartésien. C'est-à-dire qu'il ne peut pas retourner sur lui-même, il ne se correspond pas à lui-même. Et ça, parce qu'il aura opéré un passage par Hegel d'abord, par Fichte bien sûr, mais surtout chez Freud, où l'ambivalence de la notion
de chose, das Ding, pour l'enfant, ça va être que cette chose-là, elle est toujours coupée en deux entre ce qu'il est possible de reconstruire de ce qui a été vécu effectivement, des identifications aux parents, des mots et des paroles entendus, avec ce quelque chose qui est inconnaissable. Donc, la chose elle-même, et notre faillite plutôt à saisir la chose, c'est que la chose est déjà faillée elle-même. Elle est déjà fendue. C'est une faille qui correspond à la faille du sujet. Parce que le désir aussi est ambivalent. Le sujet se définit par rapport au désir, qui se définit par rapport au langage. Donc à la loi du langage. Et il y a toujours un point aveugle, il y a toujours une faille. Il y a une coupure qui fait que le sujet ne se correspond pas à lui-même. Il y a cet écart-là. Et seule l'expérimentation de cet écart pour soi, en passant par le travail de l'analyse, c'est-à-dire en y mettant sa peau, permet de saisir pour soi ce qu'il en est, de son rapport au réel, à la vérité, etc. Ça ne peut pas être un travail de seconde main, ça ne peut pas être une sorte de théorisation, comme on dit. La théorisation, c'est l'inverse de la théorie. La théorie, ça ne peut s'exprimer qu'à partir de la pratique. C'est-à-dire que une fois que je suis confronté moi-même à cette chose-là, je peux en tirer des enseignements parce que j'y mets ma vie dedans. La théorisation de ça, c'est l'intellectualisation, la rationalisation, ça n'a strictement rien à voir. Donc tout ce qui est le discours universitaire, les gender studies, etc., ça n'a rien à voir avec le réel. Ça n'a rien à voir avec la chose, ça n'a rien à voir avec l'art, c'est juste le blabla du discours universitaire qui fait que ceux qui sont très riches et ceux qui sont au pouvoir continuent à être encore plus riches et encore plus au pouvoir. Voilà. Et ça tient tout le monde parce que ça divertit mieux que les religions aujourd'hui. C'est-à-dire que les religions, c'est un grand système de divertissement, mais là, on a quelque chose d'encore plus divertissant, parce que c'est sous couvert de liberté de je ne sais quoi, de choisir son sexe, etc. Mais tout ça, ça dénie le fait que la première libération possible ne peut se faire que par rapport à une certaine détermination du signifiant. Donc ce n'est que par le langage et de l'ordre du signifiant que peut s'espérer, non pas la liberté, c'est déjà un très grand mot, mais en tout cas un processus de libération à l'œuvre. Et ça, dans le travail de psychanalyse, ça vous fait oublier toutes ces catégories-là, parce que ces catégories, c'est justement ce qui vous tient prisonnier. C'est-à-dire toutes les fois, le langage vient s'interposer entre vous et le monde et vous empêche d'accéder à ce qu'il en est réellement du langage, de votre position de sujet. La position de sujet, on l'a vu au début, c'est quelque chose qui a quelque chose à voir avec l'art. Hein, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut faire de sa propre vie une œuvre d'art. C'est ça la leçon de la banane. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à attendre rien maintenant d'un certain art de la représentation. C'est que chacun doit arriver à faire de sa propre vie une œuvre d'art, ce qui n'a rien à voir avec céder à toutes ses envies. Parce que ces envies, justement, ce n'est pas là le désir. Hein. C'est pas les tendances, c'est pas les désirs. Le désir, c'est comme la dame tout à l'heure, c'est justement ce qui ne s'offre en creux que par le défilé de la parole et qui préserve la place de la chose pour que quelque chose, justement, puisse être dit.